Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur d'un texte très court, mais d'une intensité absolument foudroyante. Le chapitre 28 du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Allez, prenez vos textes, on va décortiquer ça ensemble pour voir comment Hugo, en quelques lignes à peine, arrive à transformer un simple souvenir en une arme de guerre contre la peine de mort. Alors, de quoi ça parle ce chapitre? Eh bien, ça tourne autour d'une seule et unique chose, un souvenir. Mais attention, c'est pas un souvenir qu'on choisit, pas une douce réminiscence. Non, c'est une image qui remonte du fond du passé, qui s'impose à l'esprit du narrateur, qui le hante alors même qu'il vit ses dernières heures. Imaginez un peu la force du truc, ce souvenir qui revient sans y être invité pour éclairer sa situation présente de la plus horrible des manières. Allez, on plonge directement dans le texte. Tout commence avec cette phrase, d'une simplicité qui fait froid dans le dos. Je l'ai cependant entrevu une fois. Regardons ça de plus près. Le pronom « le », pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il désigne. Hugo crée un suspense immédiat. De quoi parle-t-il? De qui? Le verbe « entrevoir ». C'est pas voir, c'est rapide, c'est presque un accident. Et une fois insiste bien sur le fait que c'était unique et donc inoubliable. Et voilà, en 7 mots, l'ambiance est là. C'est personnel, c'est funeste, on sent que c'est inévitable. Et c'est là qu'on voit tout de suite le premier coup de génie d'Hugo. Ce souvenir terrible, il le place dans quel cadre? Le plus banal du monde. Le narrateur nous raconte qu'il passait en voiture sur la place de Grève, un jour comme un autre, vers 11 heures du matin. Une scène de la vie parisienne, quoi, presque une carte postale. Et c'est justement de ce contraste, ce choc entre la normalité du décor et l'horreur de ce qu'il va voir, que toute la puissance du texte va jaillir. Et là, soudain, la routine se brise. La voiture s'arrête. Le narrateur est forcé de regarder. D'un coup, il n'est plus un simple passant pressé, il devient un spectateur involontaire. La scène est en place et le rideau va se lever sur une préparation, disons, assez particulière. Alors qu'est-ce qu'il voit exactement? C'est une composition d'une efficacité redoutable. Le lieu, la place de Grève, le cœur de la vie parisienne, transformé en théâtre de la mort. La foule, Hugo insiste bien, il y a des femmes, des hommes, des enfants. La présence des enfants, c'est absolument crucial. Pourquoi? Parce que ça dénonce comment l'exécution est devenue un spectacle, une sortie populaire, presque une fête foraine. Terrifiant. L'objet, une espèce d'estrade en bois rouge. Et l'action, 3 hommes échafaudaient. C'est un verbe de chantier, un verbe technique, froid. Chaque détail, vous le voyez, c'est une pièce à conviction dans le grand procès que Hugo fait à la peine de mort. Cette estrade, on a vite compris ce que c'est, bien sûr. C'est l'échafaud. Et Hugo va lui donner un nom, un mot terrible, un mot qui claque, comme le coup près d'une lame. La machine. Chez Hugo, le choix d'un mot, ce n'est jamais un hasard. Une machine, ça déshumanise tout. Ça transforme un acte de justice en un simple processus mécanique, froid, industriel. Ce n'est plus un homme qui en juge un autre, non, c'est une mécanique aveugle qui est là pour broyer. Maintenant, allons un peu plus loin. Le génie de Hugo, ici, ce n'est pas seulement de nous montrer une scène, c'est la façon dont il nous la montre. C'est de choisir chaque mot pour nous la faire ressentir jusque dans nos os. C'est tout l'art de nous faire prendre conscience de la banalisation de l'horreur. Il ne crie pas, il ne s'indigne pas à voix haute. Non, il décrit avec une précision quasi chirurgicale, et c'est bien plus efficace. Regardons un peu sa boîte à outils. La périphrase, la machine, on vient d'en parler, ça crée une distance qui glace le sang. Ensuite, ce réalisme brutal, graisser la rainure. C'est un détail trivial, presque ménager, vous ne trouvez pas? On graisse une porte qui grince, là on graisse une guillotine. C'est cette trivialité qui rend la scène absolument révoltante. Et enfin, cette antiphrase implicite, cette foule qui devrait être horrifiée, elle est fascinée. Cette normalité apparente est en fait la vraie monstruosité que Hugo pointe du doigt. Et si on cherchait la preuve ultime de cette déshumanisation que Hugo dénonce, la voilà, cette phrase, prononcée par une femme à un enfant. C'est une leçon de choses sur l'instrument de la mort. L'innocence de l'enfant n'est pas protégée, elle est piétinée, elle est corrompue, transformée en une curiosité malsaine. Pour Hugo, cette simple réplique, c'est la preuve accablante de la perversion morale que la peine de mort sème au cœur même de la société. Et maintenant, attention, parce qu'on arrive au pivot du chapitre, le moment où tout bascule. Le souvenir est terminé, mais la conscience du narrateur, elle, prend le relais. Et là, le passé et le présent vont entrer en collision, avec une violence absolument inouïe. Regardez bien cette comparaison, elle est fondamentale. Dans le passé, face à la scène, son réflexe était celui d'un homme libre. Je détournais la tête avant d'avoir vu. Il avait le choix, il avait le pouvoir de refuser de voir l'horreur. Mais aujourd'hui, dans sa cellule, la réalité est implacable.
Cette fois, malheureux, je ne détournerai pas la tête. Vous sentez cette opposition terrible? Le spectateur d'hier est devenu le spectacle d'aujourd'hui. Il a perdu tout contrôle. Il n'est même plus maître de son propre regard. Ce qui n'était qu'une vision lointaine, extérieure, est devenu une prophétie. Le souvenir anodin s'est transformé en une annonce glaçante de sa propre mort. La machine qu'il a entrevue de loin, c'est la sienne maintenant. L'horloge qui sonnait 11 heures pour un autre, elle sonne pour lui. La boucle est bouclée. Le piège implacable de la mémoire vient de se refermer. Alors, au final, qu'est-ce que Hugo nous démontre avec ce chapitre magistral? Il nous prouve que la littérature, la narration, ça peut être l'arme argumentative la plus puissante qui soit. Il ne nous sort pas un plaidoyer abstrait ou des statistiques, non, c'est beaucoup plus pervers, beaucoup plus malin. Il nous prend par la main et nous fait ressentir l'horreur de l'intérieur, à travers les yeux de celui qui va la vivre. Pour résumer, sa force vient de plusieurs choses. D'abord, il nous force à l'empathie. Il nous met littéralement dans la peau du condamné. Ensuite, il dénonce la peine de mort, non pas comme un acte de justice, mais comme un spectacle barbare qui dégrade toute la société. Il expose aussi, avec une lucidité terrible, notre capacité à nous désensibiliser face à la violence. Et surtout, il démontre que le simple choix d'un souvenir, d'un mot, d'une image, est un acte profondément politique. Et je vous laisse avec ces quelques pistes de réflexion qui sont, je pense, au cœur de la démarche d'Hugo. Comment ce souvenir si personnel devient-il un argument universel contre la peine de mort? Cette conversation entre la femme et l'enfant n'est-elle pas, au fond, la critique la plus virulente de tout le roman? Et enfin, quel rôle est-ce qu'on joue, nous, les lecteurs? Sommes-nous de simples observateurs ou est-ce que Hugo fait de nous des complices si on ne se révolte pas? Voilà, de quoi nourrir nos prochaines discussions. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt.